Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Top Chrono. Cette semaine à l'émission, des ruelles vertes à Montréal, les librairies indépendantes, comment font-elles pour survivre, et les alternatives à l'industrie de la mode. Tout ça et bien plus encore en 27 minutes Top Chrono. À Montréal, des riverains se donnent comme objectif de planter et reboiser plantes et arbustes. Ils veulent donner une seconde vie à leur quartier. Des ruelles vertes à Montréal, un sujet réalisé par Dominique Caron. Lorsqu'on parle des ruelles à Montréal, on a tendance à les associer à un lieu abandonné, sale et gris. Pourtant, depuis 1995, plus de 230 ruelles vertes ont été créées dans la ville de Montréal. Particulièrement dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie, les résidents ont décidé de prendre la situation en main. Alors, j'ai tout simplement mis des affiches sur plusieurs poteaux, sur les deux rues. Envie d'une ruelle verte, écrivez-moi à cette adresse. Puis dans les deux cas, il y a 3-4 personnes qui m'ont répondu. J'aurais dit ok, on se rencontre à tel moment. Puis là, ça part de là. Puis après, voilà, tu fais des soirées cinéma, tu fais des fêtes de quartier. Le service que nous, l'écoquartier, on offre aux citoyens, c'est l'excavation des plates-bandes en bordure de la ruelle, tout en laissant un passage pour les véhicules, pour des automobiles, etc. Bien que le mouvement soit écologique, son premier impact n'est pas sur l'environnement, mais sur le climat social. Je pense qu'un des principaux bénéfices de la ruelle verte, c'est pas nécessairement même le verdissement, c'est le fait que les voisins se rencontrent. Le positif, déjà, c'est quand on croise les voisins, déjà on se connaît, on se salue, et comment tu vas, tout ça, donc bon. Alors on pourrait estimer que c'est négatif parce que oui, c'est plus long de marcher dans la rue parce que des fois tu croises 1, 2, 3 voisins. Quand on les convoque à une rencontre d'information, une consultation autour de l'aménagement de la ruelle verte, c'est aussi la chance pour eux de parler de tous les autres enjeux qui leur affectent et essayer de trouver des solutions. Avec l'émergence de grands groupes tels que Renaud Bré ou Archambault, les librairies indépendantes doivent s'imposer. Malheureusement, de plus en plus de petites librairies ferment, incapables de faire face à la concurrence de ces géants. Leur situation précaire ne leur permet pas de dégager assez de bénéfices pour engager plus de personnel. Un reportage réalisé par Maxime Albor et Tiffaine Delay. Nous avons rencontré Martin Turcotte, l'un des propriétaires du Port de Tête, une librairie indépendante emblématique de l'avenue du Mont-Royal, et nous livre sa vision du marché du livre. Librairie, d'abord parce qu'on verrait qu'on avait, sans le savoir, le même projet d'ouvrir une librairie. Puis un jour, on s'est ouvert l'un à l'autre. Et puis on s'est dit qu'on avait ce projet-là. Et en discussion, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire ensemble. Pendant 1 an et demi, à peu près, on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait comme librairie. Et un des points principaux, c'est qu'on voulait un mélange de neuf et d'usagers. Parce que ça n'existe pas vraiment à Montréal, ce type de librairie-là. La plupart se spécialisent soit dans le neuf, soit dans l'usager. Nous, on voulait un mélange des deux pour offrir un vaste choix, finalement, aux gens. On voulait aussi que ce soit un lieu de passage, un lieu de rencontre. Et rapidement, on a organisé des événements. Et rapidement, on a été adopté, je dirais, par le milieu de l'édition, par les auteurs. Ce qui fait qu'on fait beaucoup d'événements et on le fait avec joie. Au sommet de la chaîne du livre, ce sont les éditeurs qui génèrent la diversité littéraire. Encore une fois, ce sont les éditeurs indépendants qui prennent des risques en proposant une variété des genres. Nous sommes allés à la rencontre de 2 éditeurs indépendants, les éditions Éco-Société, spécialisées dans les essais en sciences humaines, et les éditions du Nord-Roi, spécialisées en poésie. Ces 2 maisons d'édition proposent des genres plus pointus et nécessairement plus difficiles à vendre. Mais grâce aux librairies indépendantes, une visibilité plus grande leur est offerte. Néanmoins, d'un point de vue économique, la position des grosses chaînes de librairies n'est pas à négliger. Alors, c'est distribué entre les grandes chaînes, évidemment, et les libraires indépendants. La grande part allant chez les libraires, les grands groupes, tout de même. Les grands groupes, par exemple, Renaud Bré, pour les éditions du Nord-Roi, représente 17% des ventes en librairie. Alors, c'est quand même pas négligeable. Cependant, en poésie, il faut peut-être ajouter une chose, c'est qu'on doit, et on l'a fait durant de nombreuses années, moins depuis quelques années, mais on doit, en quelque sorte, organiser des lectures, des rencontres en librairie avec des auteurs, des lectures, pour rejoindre un public lecteur
qui est plutôt froid à la réception de la poésie en général. Les libraires indépendants sont garants de la survie de la diversité de l'édition. En fait, la diversité des points de vente et la diversité des propriétés des points de vente sont garants d'une forte diversité éditoriale. On a avec les libraires des voisinages de défis de préserver notre indépendance et notre capacité à offrir de la diversité. Les libraires, ils vont continuer à être forts s'ils offrent cette diversité-là. Sans cette diversité-là chez eux et cette capacité à réagir, ils sont fragilisés. Mais ils doivent se battre contre très gros. Amazon offre un accès rapide à la diversité aussi. Renaud Bré Archambault offre aussi une diversité. Donc, la façon de se démarquer et la façon dont on travaille comme éditeur avec les libraires indépendants, c'est surtout aussi dans les débats, les activités, les événements. Donc, on fait des librairies un espace social, en fait, un lieu culturel. Je pense que aussi le rôle de la librairie indépendante, comme le rôle de l'éditeur, c'est un rôle culturel, un rôle de diffusion, de débat. Ça doit être une institution sociale, en fait. L'année passée, le géant Renaud Bré a décidé de changer la réglementation sur le droit et le retour aux éditeurs. Le distributeur d'Immédiat a alors décidé de ne plus approvisionner les Renaud Bré partout au Québec. Ce conflit, qui a duré près d'1 an, a fait beaucoup de mal aux éditeurs indépendants. Mais en revanche, les librairies indépendantes ont su tirer profit de la situation. Ils ont pris conscience en fait de l'importance d'un commerce de proximité et d'un libraire indépendant à ce moment-là, parce que par réflexe, probablement, il y allait vers le plus gros, vers celui qui avait en apparence le plus de choix aussi. Puis en venant ici, ils se sont aperçus que finalement non, la petite librairie du coin offre plus de choix, plus une variété plus grande que la grande surface. Nous avons essayé d'entrer en contact avec un libraire de chez Renaud Bré, mais après plusieurs tentatives, personne n'a accepté de nous rencontrer. Plusieurs échanges de courriels prouvent leur crainte quant aux retombées de leurs supérieurs hiérarchiques. Je dois dire que l'idée d'une entrevue filmée, même en voix off, me rebute énormément. Je dois vous préciser que j'ai eu par le passé des problèmes avec mon employeur actuel suite à une courte entrevue accordée à un journaliste sur mes choix de lecture. Voilà pourquoi je tiens tant à l'anonymat. Et 1 semaine plus tard, de répondre à nouveau que, après quelques recherches auprès de mes collègues de différentes succursales, je dois malheureusement vous dire qu'aucun d'eux n'est désireux de donner l'entrevue à propos de notre travail chez Renaud Bré. L'Association des libraires du Québec, dirigée par Catherine Fafard, a pour mission de défendre les intérêts des libraires. Madame Fafard a constaté un réel changement dans le comportement du lecteur-acheteur depuis le conflit entre Renaud Bré et d'Immédiat. Au cas du conflit entre d'Immédiat et Renaud Bré l'année passée, il y a beaucoup de gens du public qui ont été sensibilisés à cette cause-là, qui s'est retrouvée devant les tribunaux à cause que ça a été dans les médias aussi, et qui ont franchi les portes des indépendants qui peut-être n'osaient pas franchir avant. La librairie indépendante est loin d'être en voie de disparition. Éditeurs, distributeurs, libraires et lecteurs travaillent main dans la main pour faire de la diversité littéraire une priorité. Le monde du livre, aussi complexe soit-il, a besoin d'acteurs qui défendent l'indépendance de leur métier afin d'éviter l'uniformisation de la culture. Chaque librairie doit garder son identité pour satisfaire les lecteurs, mais aussi pour les surprendre. Aujourd'hui, se garer sur le parking du Centre universitaire de santé de McGill devient un luxe. Comptez 23 à 25 $ par jour, contre 8 $ en moyenne ailleurs. Nicolas Femme est sur place. Le prix du stationnement au Centre universitaire de santé McGill est de loin supérieur à la moyenne québécoise, qui se situe plutôt autour de 8 $ par jour. Il est important de noter que c'est dès la 91e minute que l'on atteint le tarif maximal de 25 $ dans les stationnements réguliers et de 50 $ pour le stationnement express. Je vous propose d'écouter à ce sujet Pierre Hurtaud, membre du comité des usagers du CESM, qui juge que ces prix sont tout simplement excessifs. C'est pas long, là, 90 minutes, quand on a à visiter un médecin ou aller passer des tests ou aller à l'urgence. Alors, il trouvait que c'était vraiment abusif. Alors, vous vous demandez probablement pourquoi les tarifs sont aussi élevés? Eh bien, c'est qu'une directive ministérielle oblige les hôpitaux du Québec à autofinancer la construction
et l'entretien de leur stationnement. Puisqu'on vient de terminer la très coûteuse construction du stationnement du nouveau site Glen, la direction de l'hôpital dit avoir dû hausser ses tarifs. De l'avis de Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique du Québec, il s'agit de frais déguisés. On l'écoute. Le stationnement devient une espèce de composante autonome qui doit s'autofinancer, ce qui est un peu absurde quand on y pense. Quand on va dans le stationnement de l'hôpital, je suppose que ça fait plutôt partie de l'hôpital, et quand on nous charge pour rentrer dans le stationnement, bien, finalement, on nous charge pour rentrer dans l'hôpital. Donc, ultimement, on a réussi de cette façon-là à contourner la loi canadienne. Devant le nombre croissant de plaintes de patients, le comité des usagers du CESM a décidé de porter plainte auprès du protecteur du citoyen. Une enquête est en cours. Dans quelques minutes, un reportage sur les alternatives à l'industrie de la mode. La photo argentique. Le terme ne vous dit probablement pas grand-chose. Il s'agit d'une vieille technique de photographie sur film qui peut paraître ancestrale. Pourtant, croyez-le ou non, la pratique de la photographie argentique fait son grand retour, faisant presque de l'ombre numérique. Guillaume, pouvez-vous nous parler un peu plus de cette pratique qui renaît de ses cendres? La pratique de la photographie argentique a bien failli disparaître lorsque Kodak et Polaroid, deux géants de l'industrie, ont déclaré faillite au tournant des années 2000. Cependant, Ilford, un des derniers producteurs de pellicules, a affirmé que 30% de sa clientèle était composée de jeunes de moins de 35 ans. C'est au final ces jeunes intéressés à la tradition qui auront permis de sauver l'industrie. Francis Théry nous explique. Mais en même temps, je pense que ça a aussi apporté une genre de nouvelle valeur, du genre c'est une technologie qui est presque sur la fin, il faudrait peut-être l'utiliser encore. Puis une compagnie comme Impossible Project, ça fonctionne très bien pour tout ce qui est Polaroid, même si c'est très cher. Impossible Project, qui produit des films de type Polaroid, a vu ses ventes augmenter de 70% chez les jeunes au cours de la dernière année. Francis Théry expliquerait cette croissance d'abord par l'accessibilité aux vieux appareils. Je pense qu'il y a un côté nostalgique par rapport à utiliser des vieux appareils. Parce que, bon, il va toujours en avoir un qui traîne chez les parents ou un truc comme ça. Mais aussi qu'il y a de très bons appareils qui sont disponibles sur le marché, qui, utilisés en numérique, ben, ce serait encore très dispendieux. Il s'agit tout de même d'un marché de niche dont la stabilité à long terme est loin d'être garantie. Reste à savoir s'il s'agit d'un effet de mode ou si la croissance à long terme va se poursuivre. Depuis 1982, l'atelier circulaire aide les artistes à évoluer mais aussi à se perfectionner dans les arts imprimés. L'organisme à but non lucratif encourage ses membres à développer leur créativité. Rita Bogokian est sur les lieux. Oui, je suis en ce moment à l'atelier circulaire situé à Montréal. Cette organisation à but non lucratif, c'est un centre d'artistes voué à la création, à la recherche, à la diffusion et à l'éducation de l'art imprimé. Il permet aux artistes d'avoir un atelier, un endroit pour exercer leur métier à prix abordable. On écoute à ce sujet Alexandre Fortin, un artiste. L'atelier circulaire est d'une certaine manière une guilde. Où c'est que des techniques se passent de maître à élève, de senior à junior. Les frais d'adhésion sont très abordables. Le fait qu'on peut avoir un espace aussi bien installé, avec autant d'outils, autant de presse, autant d'espace pour travailler, à peu de frais, c'est assez étonnant. L'atelier circulaire offre des programmes et des services aux artistes professionnels et au grand public. Il fournit un lieu de travail et de l'équipement spécialisé pour la gravure en creux, la lithographie, le relief, la sérigraphie et l'impression numérique. L'atelier offre des cours spécialisés en art imprimé et c'est ouvert 24 heures sur 24 pour ses membres. Cela permet aux artistes de venir travailler quand ils se sentent le besoin. Aussi, le vendredi, pour 30 $, un artiste non membre peut venir profiter du matériel sans engagement. Le port du niqab a fait polémique. L'exposition itinérante québécoise musulmane et après, au YMCA du centre-ville de Montréal, revient sur le vivre ensemble en communauté. Un photoreportage composé de 24 photos illustrant les différentes facettes de la vie musulmane au Québec. L'exposition est le fruit d'un partenariat entre un organisme chrétien, le Centre Justice et Foi, et l'association musulmane La Voix des Femmes. En présentant des arrêts sur image dans la vie des Québécois musulmans, l'exposition offre une occasion de déplacer notre regard et de rendre compte de la diversité des parcours et des réalités des musulmans au Québec.
affirme Eve Torres, présidente de la Voix des femmes. Notre reporter Wildinette Paul a obtenu une entrevue exclusive avec Frédéric Castel, spécialiste des minorités religieuses. On vous laisse la découvrir. Bonjour, Monsieur Castel. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté de nous rencontrer. Alors, aujourd'hui, la première question, on aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez de l'exposition Musulmans québécois et après, qui expose différentes facettes de l'intégration des musulmans dans la société québécoise. Bien, c'est une excellente chose. Une exposition même, c'était attendu. Je dirais qu'on parle beaucoup des musulmans et des minorités religieuses dans les médias, beaucoup, souvent en termes négatifs à cause des débats sur le niqab, accommodement raisonnable et tout ça. Puis on perd de vue peut-être les personnes, les communautés dans le réel. Fait que ça donne accès à ces gens-là en termes d'image, en termes de dialogue, en termes avec l'échange même des personnes qui y vont. Donc, ça ne peut être que positif, là. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur l'état de la situation de l'intégration des musulmans dans la société québécoise? Bien, il faut comparer. Alors, on a un certain nombre de situations qui nous permettent d'être préoccupés. L'état du chômage qui est beaucoup trop élevé dans ce type d'immigration qui est très instruite. Le regard médiatique, il focus trop sur des questions d'accommodement raisonnable qui sont exagérément comptabilisées. Il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Mais en comparé à l'Europe, l'immigration ici s'intègre beaucoup plus rapidement, compte tenu qu'on n'a pas le climat qu'il y a là-bas, il n'y a pas l'extrême droite qu'il y a là-bas, il y a moins de mouvements intégrés salafistes aussi. Il n'y a pas de ghetto à Montréal, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de dire que l'intégration est quand même... on a lieu d'être optimiste, mais sur nos gardes, si vous voulez, que les choses se passent bien. Selon vous, M. Castel, quels sont les meilleurs moyens pour s'intégrer en tant que musulman dans la société québécoise? Le meilleur moyen, c'est assez évident, c'est le travail. Alors, on sait que les musulmans qui... Alors, c'est là où il y a l'immigration musulmane qui vient au Québec, au Canada. Elle n'a rien à voir avec celle qui va en Europe. Ici, c'est une élite universitaire qui vient des milieux urbains. Alors, le problème qu'il y a, c'est la reconnaissance des diplômes. Et donc, il faut pousser plus loin les actions pour faire reconnaître ces diplômes-là pour que les gens aient accès à l'emploi, premièrement, et deuxièmement, des emplois qui respectent leurs compétences ou leur champ disciplinaire. Alors, évidemment que la première objet de préoccupation, c'est l'intégration par le travail. S'il y a trop de gens qui chôment, imaginez ce que ça crée comme gens qui sont dans la latence et le regard des jeunes sur leurs parents qui ne travaillent pas et toute la négativité qui peut en dérouler. À mon point de vue, c'est l'enjeu premier et principal, pas le seul, mais le premier. L'exposition prend fin le 22 septembre au YMCA du centre-ville. Elle poursuivra son itinéraire au café L'Artère dès le 5 octobre. Dernier sujet sur la mode, on s'intéresse aux alternatives à l'industrie vestimentaire de masse. Do it yourself, vêtements recyclés, vêtements écolos, un reportage réalisé par Sophie Vallée et Annie Calamia. La petite fille a porté tout le linge de sa grand-mère qui a un goût exceptionnel et elle a voyagé par tout le monde et je pense qu'elle a eu ce manteau fait sur mesure pour elle. Mais la laine est vraiment beau, les boutons, la marque c'est ça, petit Miss Style Montréal. Émilie est vendeuse chez l'Empire de l'Échange, une friperie du quartier Myland à Montréal. Le concept, acheter les vêtements usagés des gens dans le but de les revendre sur place ou à l'une de leurs boutiques voisines, soit le Local 23 et l'Annexe Vintage. On va d'abord s'assurer que c'est un vêtement comme de bonne qualité. On aime les fibres naturelles. C'est sûr qu'on ne se restreint pas à ça, mais règle générale, quand c'est une fibre naturelle, on est vraiment content. On aime aussi, il faut que ça soit en quasi parfaite condition, sinon parfaite. Il y a des exceptions des fois, mais c'est une pièce comme vraiment unique, vintage, qui est rare. Là, on va l'acheter, on va comme écrire tel quel avec le petit défaut. Lorsqu'une pièce ne correspond pas aux standards de la boutique, celle-ci sera envoyée au recyclage de tissus, un organisme qui fait de la redistribution de vêtements et de la réinsertion sociale. Des centaines de sacs de vêtements sont envoyés par l'Empire de l'Échange à chaque mois. Outre les critères de qualité, le goût pour la mode reste primordial dans la démarche de la boutique. Je peux
commencé lentement à suggérer les vêtements. Comme il y a une fille aujourd'hui qui cherche toujours les cols roulés en laine et j'en ai trouvé un pour elle, donc apprécié. La boutique évalue jusqu'à des centaines d'articles et met au moins 25 nouveaux morceaux sur le plancher à chaque jour, ce qui en fait un repère pour les mordus de vêtements uniques. Et ben, c'est sûr qu'après, chaque acheteuse a un peu comme c'est fétiche ou c'est dada. Je pense que j'aime les trucs un petit peu, des fois, un peu bonbons. Donc, ouais, c'est comme dès qu'il y a des fleurs, il y a des couleurs pastel ou des trucs un peu clouless, j'aime bien. Ça serait peut-être un peu plus... Émilie a dit oui. Un peu plus à l'est, dans le quartier Rosemont, la boutique Fripp Fabrique achète également des pièces usagées vintage qui côtoient des vêtements de designers locaux. Michelle, la propriétaire de la boutique, s'assure de la provenance des vêtements et porte une attention particulière à l'éthique dans leur fabrication. Plus simplement, c'est d'offrir une bonne solution à la mode acheter-jeter. Pour nous autres, ça veut dire que la compagnie prend soin de les gens qui travaillent pour eux, qui sont bien payés pour leur travail. En plus de la vente de vêtements, la boutique sert d'atelier DIY, ce qui veut dire fais-le toi-même, et propose des ateliers de couture de niveau débutant. C'est une façon d'être créatif et aussi c'est comme un travail ou un art comme un peu perdu et les gens ont envie d'avoir cette capacité, mais c'est perdu un peu. C'est comme ils ne sachent pas comment de faire un bouton ou comme d'enfiler une machine ou quoi. Donc, la mission des deux boutiques s'inscrit dans une démarche globale en réaction aux abus de l'industrie de la mode. Selon Philippe Denis, professeur à l'École supérieure de mode de Montréal, l'attrait de la fast fashion reste trop important. On va tomber dans un côté beaucoup plus économique, l'offre et la demande. Si la fast fashion existe, c'est parce qu'il y a des consommateurs. La boutique L'Empire de l'échange refuse d'acheter une série de marques considérées comme de basse qualité. Parmi celles-ci, on retrouve H&M, Joe Fresh, Old Navy, Zara, Forever 21 et plusieurs autres. Je pense qu'il faut comme s'arrêter puis penser d'où viennent les choses. Puis si tu vas dans un H&M, dans un Forever 21 ou c'est sûr que comme c'est ça. C'est juste comme on peut tout y aller une fois de temps en temps. Là. Je veux pas dire que... Mais je pense que c'est quand même un choix de vie qu'on peut décider de faire, que la plupart du temps, peut-être plus que 80% du temps, on décide de faire tout ce qu'on peut pour éviter ces places-là. On a tout un pouvoir entre les mains de décider d'acheter du neuf ou de l'usager. Puis je pense qu'il faut toujours se demander, quand on achète quelque chose de neuf, est-ce qu'il y aurait moyen... Est-ce que, premièrement, j'ai ça chez nous quelque part, quelque chose d'équivalent qu'il pourrait faire, ou est-ce que je pourrais l'acheter sur Kijiji, sur Craigslist, ou est-ce que je pourrais aller dans une boutique de vêtements usagés, me le trouver avant d'aller acheter du neuf? On sent qu'il y a cette volonté de dire on en veut beaucoup, mais on veut de la qualité, puis on veut en même temps que ça soit fait de façon respectueuse de l'environnement, de l'employé. Un mouvement citoyen est né sur les réseaux sociaux afin de réclamer plus de transparence de la part des grandes marques de la mode. Cette démarche vise à créer un lien entre les personnes qui travaillent dans les usines de fabrication d'un vêtement à l'étranger et le consommateur à l'aide du mot-clic FashRev. Et je pense qu'on a comme overdose un peu sur la mode fast fashion. Il y a un changement, mais on n'est pas encore là parce que c'est difficile, parce que on a un budget petit, puis c'est comme on a gros dépenses, comme on achète une maison, une voiture, peut-être on est en train de payer pour l'école, je sais pas. Puis c'est difficile à regarder un T-shirt peut-être équitable et un T-shirt H&M neuf, les deux sont neufs, puis un est à 4 piastres. Puis un est à 30 piastres. Même si ce genre d'initiative est encore marginal, les filles de Fripp Fabrique et de l'Empire de l'échange croient que la demande va augmenter au fil des années. Annie Calamia, à Montréal. Le meilleur pour la fin. Une pratique qui ne nécessite pas de vêtements. Immersion dans un lieu insolite, dans les coulisses d'un cabaret érotique. Qui se cache derrière ces stripteaseurs à la plastique de rêve? Quels sont leurs projets? Comment leurs proches réagissent? Entrez avec nous dans l'intimité des séduisants danseurs du célèbre 281 de Montréal. Ellie, Jason, Andrew et Steele se sont confiés à Ingrid Foyard.
De Magic Mike à la réalité, il n'y a qu'un pas. Le célèbre cabaret érotique de 81 nous a invités à découvrir cet univers. Quelques danseurs se sont confiés à nous. Que ressentez-vous lorsque vous êtes sur scène? C'est une bonne question, sérieusement. Un moment d'adrénaline, parce que c'est quand même super se faire applaudir par plusieurs filles. En même temps, c'est aussi stressant, parce qu'on espère toujours de charmer les demoiselles. Voir les réactions que je peux provoquer, puis de rendre un sourire dans le visage des femmes. T'étais tout seul au monde, justement, parce que t'es surélevé, t'es sur un stage, tout le monde fait juste regarder toi, et que tu te sens un peu vedette. Ils sont adulés durant une nuit et retombent dans l'anonymat en un clin d'œil. Le retour à la réalité n'est pas sans répercussions. Vous avez une double vie. Sur le plan personnel, quelles sont les conséquences d'une telle profession? C'est pas toujours tout le monde qui a une bonne opinion du métier de danseur, donc j'ai toujours un peu à me battre avec ça. J'ai un deuxième Facebook pour ici, là, parce que je vais garder ma vie privée et la vie ici séparée. On danse quand même pour des filles, donc le côté jalousie embarque un peu, c'est un peu normal. Dans ce métier, tout est question d'apparence, ce qui le rend inenvisageable sur le long terme. On peut se demander où il se voit dans 10 ans. Je suis déjà en train de créer un gros spectacle érotique pour audience féminine et masculine. Je travaille à temps partiel comme infirmier dans un hôpital psychiatrique. Donc, dans 10 ans, je serai peut-être pas nécessairement encore danseur. Mais je trouve que c'est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc. En les voyant sur scène, tels des dieux grecs, les projecteurs braqués sur eux, la musique enivrante, la foule en délire, on n'imagine pas tout ce que ce monde de paillettes dissimule. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Lors de notre prochaine émission, Chloé Maquilo vous parlera de la différence des salaires dans le milieu de la restauration.